Aujourd'hui, on va parler du roman d'Hubert S. Thompson, Rome Express. Ce roman a d'ailleurs été repris au cinéma avec comme rôle principal Johnny Depp, mais la version roman est bien meilleure que le film. L'intrigue commence avec le personnage de Paul Kemp, qui en est la figure principale. C'est un journaliste qui a travaillé à New York et qui quitte ses fonctions pour un poste dans un quotidien local à Porto Rico. On apprend aussi qu'en fait c'est un globe-trotter qui a également eu un passage dans plusieurs villes européennes. Il change beaucoup de lieux de travail en tant que journaliste. À peine dans l'avion pour Porto Rico, donc nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale dans les années 50, il tombe sous le charme d'une fille blonde mystérieuse dans l'avion qui aura son importance par la suite. À son arrivée sur l'île, nous sommes plongés dans le contexte de Porto Rico, qui a été donc qui est une occupation américaine, avec tout de même une certaine indépendance. Cette île est gangrénée par les magouilles et les profiteurs en tout genre qui pullulent sur l'île, une île très désordonnée. Paul Kemp y apprend que bon nombre de journalistes sont assoiffés d'argent, profitent du bon scoop, puis repartent. Ce sont des opportunistes. C'est aussi le lieu d'atterrissage de tous les ratés des États-Unis qui réessayent leur vie sur cette île pauvre et vulnérable. Paul Kemp est embauché au Sajuan Daily News, un quotidien local au bord de la faillite. Il est en quête de liberté, pensant simplement troquer son New York contre un cadre plus idyllique, sans réelles ambitions professionnelles. Là-bas, il rencontre une galerie de collègues vivotants ou bien certains plus sérieux. Alors la figure principale du journal, c'est Lauterman, le rédacteur en chef. C'est un ex-communiste qui est devenu opportuniste. Il se plie aux puissants pour gratter des financements. Triste symbole d'un homme qui a vendu ses convictions. Il n'est pas techniquement mauvais, mais son attitude managériale est catastrophique, épuisante pour les autres. Et en plus, il doit toujours se justifier de son passé de communiste auprès des autorités locales. Il est obligé de dénoncer malgré lui toute opinion de gauche pour satisfaire le gouvernement et trouver du financement. Il y a également Salah, le photographe désabusé, qui deviendra l'un des principaux confidents au bar avec Paul Kemp. Lui rêve de fuir à Mexico. Il est lucide, mais il n'agit quasiment jamais. Paul Kemp est principalement un spectateur de la vie sur l'île. Dans un cadre idyllique mais totalement dépourvu de sens et de cohérence, il enchaîne les filles faciles rencontrées au casino, les beuveries dans leur bar préféré, chez Hal qui ne paye pas de mine, qui est un bar assez rustique, et il enchaîne aussi les articles sans intérêt, voire même il va couvrir des événements qui n'ont tout bonnement pas lieu. Il va même se retrouver en prison pour une bagarre dans un bar. C'est le summum de la décadence. Kemp se rend chez Yemon et découvre un collègue à lui, et découvre que la fille de l'avion est Chenot, la compagne de Yemon. L'intrigue avec Chenot, qui est donc en couple avec le collègue de Kemp, Yemon, va prendre beaucoup de place dans le roman. Yemon, c'est un journaliste colérique, grande gueule mais sans véritable plan. Il vit avec Chenot dans une maison au bord de la plage. Il rêve de rébellion, mais surtout, il s'enfonce constamment. Le manque de sens dans sa vie provoque chez lui une immense amertume, en opposition à la joie de vivre de Chenot. Lui boit du rhum pour oublier, pour passer sa colère. Elle boit pour s'amuser, pour lâcher prise. S'amuser sans réfléchir à sa vie qui ne va d'ailleurs nulle part non plus. Kemp envie Yemon, sa compagne et sa maison au bord de l'eau. Yemon va par la suite écrire un papier trop long sur l'émigration. Ce qui lui vaut d'être licencié par Lauterman, c'est en fait un prétexte pour le licencier, puisque c'est plutôt son côté entêté et rebelle qui vont à l'encontre de Lauterman qui justifie son licenciement. Yemon envisagera de quitter l'île, et Kemp est spectateur de la violence de Yemon envers Chenot. Une deuxième intrigue a lieu dans le roman, c'est celle de Sanderson et Zimberger. En effet, en parallèle de son poste au Daily,
Kemp rencontre Sanderson, un businessman influent de l'île. Ils se lient d'amitié a priori. Kemp passe du temps chez lui. Sanderson a travaillé avec Lauterman puis gère maintenant Adlant, une société publique de relations visa à la promotion de l'île. Kemp se fait embaucher par Sanderson pour écrire quelques articles, parfois. Un projet plus sérieux va le concerner. Il doit suivre l'avancement du projet de Mega Marina de Zimberger sur l'île de Vieques, une connaissance de Sanderson. Kemp admire Sanderson, qui malgré son enfance enracinée dans le Kansas est devenu citoyen du monde, et comme il dit, est dans le coup. Kemp va se rendre donc sur l'île de Vieques. Il tombe sous le charme de cette île, au calme naturel, et est attristé qu'elle serve de projet immobilier. Pour lui, c'est la destruction d'un cadre idyllique. Kemp est toujours tiraillé par son désir de voyage, de redécouverte, de liberté, et Yemon lui a proposé de partir en Amérique du Sud. Option qu'il envisage sérieusement à ce moment, car il vit ici dans la désillusion d'une île corrompue et d'un travail que lui a donné Sanderson mais qui n'a pas vraiment de sens pour lui. Mais sa nouvelle sagesse le retient parce qu'il a un début de confort, un salaire, une voiture et même il loue un appartement. Au retour de Vieques, Kemp rejoint Chenot et Yemon à Saint-Thomas pour le carnaval. Auparavant, tout le monde lui a dit que ce carnaval était un peu un sommet de dégénéré, de la décadence. La première soirée se déroule tout de même correctement. Chenot et Yemon on y découvre que Chenot et Yemon sont deux personnages totalement opposés. Et au cours du carnaval, cela va être décrit de la manière la plus précise dans le roman. Yemon ne s'amuse pas et boit du rhum pour passer son amertume de la vie. Il est violent avec Chenot. Chenot, elle, va boire pour lâcher prise. Elle va danser, s'amuser sans réfléchir. Elle est tout à fait dans son élément dans les défilés du carnaval, les rythmes au sein des instruments. Elle ne cherche pas de sens à cela, elle est juste ici pour s'amuser. Kemp, lui, est d'abord spectateur de cette fête, y prenant part sans vraiment la rejeter, toujours en quête de Rome, ce qui fait au cours de cet épisode de ces trois personnages des personnages somme toute pitoyables. Le lendemain, Yemon et Kemp en ont assez des bains de foule. Ils se retrouvent dans une fête privée composée de locaux, tous noirs. Kemp, en pensant à son passage à Vieques, finit par se libérer et veut danser et s'amuser. Mais Chenot est alors hors d'elle-même, danse nue avec une brute au milieu des participants et se fait emmener par un groupe de noirs sans même résister. Mais elle est en fait très alcoolisée et ne va se souvenir de rien à son retour. Toutes les pires scènes sont laissées à l'image, mais on devine bien ce qui s'est passé. Yemon est enragé, tente de la faire sortir de là, mais se fait arrêter par les autres participants. Il ressort d'ici avec Kemp sans trop d'encombre et revient sur l'île de Porto Rico, mais sans Chenot. De retour au journal, Kemp apprend que le journal coule. L'auteurman est parti chercher du financement à Miami. Les autres journalistes démissionnent, c'est la fin du journal. Chenot va réapparaître avec Kemp. Elle a l'air traumatisée au début par ce qui s'est passé sans s'en souvenir, mais les détails sont laissés dans l'imaginaire du spectateur. On se doute très bien des pires choses qui lui sont arrivées. Mais rapidement, elle va reprendre comme si de rien n'était et couche avec Kemp. Elle repart finalement pour New York et lui reste à réfléchir sur le temps qui passe avec Salah chez Hal. Alors ce roman vaut le coup d'être lu principalement pour deux thèmes qui sont évoqués. Principalement la liberté à l'échelle individuelle. Le thème principal du roman, c'est la quête de liberté des personnages. Kemp quitte New York parce qu'il se sent étouffé chez lui. Il y possédait un certain confort, mais devait rechercher toujours plus de nouvelles airs. C'est comme si, à force de voir toujours les mêmes collègues, les mêmes rues, l'air devenait oppressant. Et il devait changer de travail juste pour avoir une illusion temporaire d'une liberté. Sur l'île, il est tiraillé entre sa volonté de confort, peut-être due à son âge avançant, il a une voiture, un appartement, et son envie d'affronter le destin, de toujours aller chercher mieux ailleurs. Son confort matériel dépend de plus de Zimberger, qui lui est un être détestable, avec ses projets de destruction d'une île pour en faire un cadre, un complexe hôtelier.
Est-on vraiment libre lorsque l'on obtient son argent et son confort de quelqu'un d'autre? De surcroît, quelqu'un d'autre qui utilise son argent, qui va à l'encontre des convictions de Kemp dans ce cas-là. C'est-à-dire que Zimberger est corrompu, détruit un cadre naturel. Dans cette situation, le temps passe vite et semble arrêter en même temps. Kemp a malgré tout l'impression d'avoir perdu sa liberté. De plus, le roman dépeint la vie de Kemp et de ses compères journalistes qui vont éprouver des difficultés à envisager un avenir sérieux pour eux. Yémon est obsédé par ses multiples voyages, ses articles, tout ça pour ne laisser aucune trace de lui. C'est l'impression d'avancer dans la vie car des faits parfois aventureux se produisent, mais il n'en obtient aucun retour, aucune récompense. Et Kemp lui dit qu'il n'y a pas de récompense et douche son dernier espoir, d'une vie qui rendrait à la fin une récompense, un destin en échange de tout ce qu'elle nous a fait endurer. Il n'en est rien. La vie, même si elle nous fait endurer beaucoup d'aventures, même parfois nous devons même lutter rien que pour revenir à un état normal. Nous avons l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses et en réalité nous avons juste une vie assez misérable, juste un confort sommaire, un logement, une voiture. Et au final, nous n'avons pas la récompense qu'ils nous doivent, alors nous avons l'impression d'avoir été un héros dans la vie rien que pour ça. Yémon n'accepte pas ce non-sens, à l'exact opposé de Chenot qui, elle, l'accepte et s'amuse et se laisse aller, poussé même à une extrême outrance, comme lors du carnaval. Kemp, lui aussi, vit une quête existentielle. Il commence à avancer dans la vie, ici à Porto Rico, même s'il ne sait pas si c'est en bien ou en mal. Ses articles pour Sanderson et Zimberger ne sont même pas publiés, parfois, et il touche de l'argent qu'il finit par haïr. Cela mène, comme la majorité des personnages, à l'autodestruction. Il a toujours l'impression de s'être trahi lui-même s'il accède au confort, et une force le pousse à la décadence, lui dit qu'il n'y arrivera jamais. Il sombre ainsi dans la pauvreté, la folie, l'alcoolisme, et ce malgré lui.